Coucou, cette semaine vidéo un peu fourre-tout parce que je voudrais te parler un peu de tout et beaucoup de rien. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors d'abord, le plus important, bonne année, bonne santé. J'espère que cette année t'apportera beaucoup de belles choses. Je te souhaite réussite, amour, santé, argent. Bref, que cette année t'apporte tout ce que tu souhaites dans ta vie. Ensuite, je voudrais prendre le temps de te remercier. Remercier tous les gens qui sont là depuis le début de cette chaîne, les gens qui ont rejoint en cours de route, les gens qui regardent mes vidéos, les gens qui prennent le temps de commenter, de mettre un like ou même de s'abonner à ma chaîne. En toute sincérité, ça fait vraiment chaud au cœur. Une chaîne YouTube existe peut-être grâce à son créateur, mais ce sont les spectateurs qui font vivre la chaîne. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, tout comme lire vos commentaires. Je prends un peu moins de plaisir à répondre parce que je suis une grosse flemmarde. Mais l'un dans l'autre, j'apprécie énormément ces échanges, même si on n'est pas forcément toujours d'accord. C'est toujours appréciable de voir vos commentaires où vous prenez le temps d'expliquer votre point de vue et ça me permet de voir les différents points de vue que peut engendrer une œuvre et c'est toujours intéressant. Et je voudrais particulièrement remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je sais que ça vous demande un effort supplémentaire dans la mesure où ma chaîne est grave éclectique. Je parle de K-drama, de films, de séries, d'animés, de mangas, de films tamoul. Ça va vraiment dans tous les sens et franchement, waouh! Vous êtes courageux. Et je trouve ça vraiment ouf de vouloir encourager un créateur. Et petite parenthèse pour tous ces gens-là qui regardent toutes mes vidéos, merci, 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 vous êtes vraiment géniaux. Et mine de rien, ça participe à ma motivation vu qu'en décembre dernier, j'ai sorti ma 100e vidéo. Et j'arrive toujours pas à croire que j'ai fait 100 vidéos. Ah là là. Alors sans transition, passons à la partie bilan. Comme je couvrirai plusieurs catégories, K-drama, animé, film indien, bilan ciné et ma chaîne en 2025, je mettrai des timestamps afin que tu puisses sauter à la partie qui t'intéresse. Alors, au niveau bilan K-drama, j'ai vraiment adoré l'année 2024. En 2023, j'avais trouvé que l'année était un peu bof et j'avais rencontré une sorte de passage à vide au niveau de K-drama land. Même s'il y avait de très très bons dramas comme Daily Dose of Sunshine que j'avais tellement adoré. Mais ça restait une année un peu bof. Mais en 2024, oh là là, mais oh là là. Alors, concernant les K-dramas sur les plateformes de streaming, je vais faire l'impasse sur les gros succès Netflix parce que sur les réseaux sociaux, les K-dramas Netflix ont bénéficié d'une belle couverture et j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos. Mais en soi, Netflix a fait de très bons choix et a su nous donner de bons dramas cette année avec Queen of Tears ou Love Next Door, même s'ils ont fait la bêtise d'avoir sous-estimé Lovely Runner. Mais en termes de plateforme streaming, je trouve que c'est Disney+ qui s'est surpassé cette année. Ils ont sorti des K-dramas très très intéressants dans le registre thriller, suspense, etc. etc. Blood Free, Gangnam B-Side, A Shop for Killer ont été hyper bien reçus. Non seulement les dramas étaient intéressants en soi, mais en plus, la cinématographie de ces K-dramas était juste magnifique. C'était un vrai plaisir visuel de regarder ces séries qui méritent d'avoir plus de couverture. Et je pense que j'en parlerai peut-être dans des vidéos futures, mais je sais pas encore. Et toutes ces raisons font que je trouve que c'est Disney qui est la meilleure plateforme de streaming côté K-drama. Vu que les séries présentes sur leur plateforme sont des séries purement Disney+. J'apprécie vraiment l'effort mis par la chaîne dans la production de ces séries qui nous ont offert l'année passée. Et au vu du trailer K-drama 2025 qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, je pense que Disney va nous offrir pas mal de surprises cette année. Amazon commence enfin à flairer le côté lucratif des K-dramas et ont acheté les droits de quelques bons dramas. Leur catalogue commence enfin à être intéressant. Death Game et Marry My Husband sont clairement mes dramas préférés 2024 chez Amazon Prime. Avec une petite préférence pour Death Game quand même, mais il faut dire que Marry My Husband marque le grand retour de Park Min-yoon qui prouve encore une fois qu'elle sait nous surprendre. Mais en fait, ce bilan 2024 va surtout se focaliser sur les dramas qui ne sont pas présents sur ces plateformes de streaming. Et du coup, petit tour d'horizon de ces K-dramas qui ne sont pas forcément hyper connus du public français. Alors, Chief Detective 1958, c'est la préquelle d'une série Chief Inspector. En gros, c'était une grosse série coréenne qui a été diffusée en 1971 et ce pendant 18 ans. En gros, cette série, c'était une institution. Et dans Chief Detective 1958, on suit les aventures de Park Hyun-han, inspecteur transféré à Séoul qui va faire partie d'une bande de détectives un peu atypiques qui essaieront de faire leur boulot tant bien que mal. J'ai kiffé cette série parce que déjà, Lee Ji-hoon, mais aussi parce que tu vois des enquêtes policières de 1958 et la série réussit à mélanger avec brio humour et les enquêtes qui peuvent être très difficiles par moments.
Et c'était aussi sympa de voir ses décors et comment ils vivaient à cette époque. Ensuite, on passe sur Crash. Et là, on reste encore dans la thématique drama policier, mais ça se focalise sur une équipe qui est spécialisée dans les crimes relatifs au trafic routier. Ça peut aller des arnaques à l'assurance aux accidents de route. Franchement, les thèmes qui sont évoqués sont assez intéressants et je suis assez étonnée par les crimes qui sont commis dans ce domaine. Et au niveau de la story, c'est pareil, c'est l'histoire d'un petit nouveau. Donc là, c'est Cha Yeon-ho qui rejoint une équipe qui n'est pas forcément la team la plus kiffée ou la plus respectée du poste de police, mais qui est fort sympathique à nos yeux. Et franchement, j'ai adoré ce drama parce que déjà, ça m'a permis de découvrir de nouveaux trucs, mais aussi parce que le personnage de Cha Yeon-ho, c'est des barres. C'est le mec frustrant qui rend ouf. Mais il forme un duo incroyable avec sa partenaire Min So-hee. Doubt, c'est clairement la série que je ne conseillerais pas forcément à tout le monde. Jang Tae-soo est un profiler réputé qui, lors d'une enquête sur un meurtre, se rend compte que sa fille est probablement la suspecte numéro 1. Moi, franchement, j'ai adoré. Mais cette série n'est pas faite pour tout le monde parce que le rythme est lent, voire même très très lent. Mais c'est clairement un parti pris scénaristique histoire de maintenir une tension durant toute la série. Et c'est sans aucun doute imperfect pour moi. La cinématographie, les lumières, la complexité des personnages, une relation entre le père et la fille qui est fascinante, et le jeu des acteurs est tout simplement sublime. Han Sung-kyu, qui joue le rôle de Jang Tae-soo, est sublime. Mais ceux qui suivent les K-dramas depuis un bon bout de temps savent déjà qu'il est talentueux. C'est docteur romantique, ni plus ni moins. Mais Cha Won-bin, l'actrice qui joue le rôle de sa fille, était magnifique. Elle excelle dans le rôle de cette fille qui te paraît tour à tour une psychopathe ou une fille normale. Une découverte pour moi, du coup j'ai hâte de voir ses prochains K-dramas. Mais si t'aimes bien les thrillers qui prennent bien leur temps, je te le conseille à 1000%. Alors Family by Choice, c'est le remake K-drama de la série chinoise Go Ahead. Et ça parle d'une famille un peu hors norme. Mais comme je prévois de faire une vidéo sur cette série, je vais pas trop développer sauf pour te dire que c'est l'un des dramas les plus émouvants de 2024. Good Partner. Alors c'est un K-drama qui parle du service spécialisé dans le divorce d'un gros cabinet d'avocats. Nam Ji-hyun joue le rôle de Han Yori qui rejoint ce cabinet et se retrouve contre son gré avocate spécialisée dans le divorce, alors qu'elle avait demandé autre chose. Et Cha Eun-kyun, joué par l'une de mes chouchous dans K-Drama Land, Jang Nara, et son supérieur, qui lui apprendra les rouages du métier. Le drama est hyper prenant. Le personnage de Jang Dara se fait encore tromper. Franchement, au bout d'un moment, il y en a marre. Il faut que tu changes tes personnages. Mais les cas qui sont évoqués sont hyper intéressants. Et cette série a raflé pas mal de prix en début décembre. Love Your Enemy, série de 12 épisodes qui parle de Ji-won et Ji-won, amis ennemis depuis leur enfance parce que leurs parents respectifs étaient aussi ennemis, qui se retrouvent après des années de séparation. La série fait partie des tropes enemy to lover. Et si cette série fait partie de mes favoris, c'est parce que tada, Joo Ji-hoon. Non, franchement, ça lui va trop bien de jouer dans les rom-coms, sachant que le dernier K-drama romantique qu'il avait fait, c'était Princess Hour, qui était son premier drama quand même. Donc ça remonte à très loin. Et comment te dire, j'ai carrément crié quand je l'ai vu chanter Perhaps Love dans la série. Non, franchement, il est trop marrant dans ce drama. Non seulement il a un excellent sens de la comédie, mais ses expressions et sa manière d'utiliser son corps rendent le truc encore plus parfait. Judge from Hell. Alors, Park Shin-hye joue le rôle d'un démon, Justicia, qui prend possession du corps de Kang Min-na, procureure morte, qui se retrouve par erreur dans l'antichambre des enfers. Sauf que Justicia, au lieu d'essayer de comprendre le boxon, elle l'expédie en enfer sans sommation, chose que son supérieur n'apprécie pas des masses et l'envoie sur Terre en guise de punition, avec pour mission de tuer des gens qui commettent des crimes, qui ne sont pas punis en conséquence et qui ne se repentent pas. Le drama est super bon. Et rien que pour la prestation de Park Shin-hye, ça vaut le détour. Elle est trop marrante et elle est super bien habillée. Je pense qu'elle pourrait même être grave pote avec John Man-wol. De Midnight Studio. J'ai toujours eu un faible pour les K-dramas surnaturels qui parlent de la vie et de la mort. So Ki-joo tient un studio de photos particulier car il n'est ouvert que pour les personnes qui viennent de mourir. Non seulement il n'aime pas son taf, mais en plus il souffre d'une malédiction, vu que sa lignée est vouée à mourir à un certain âge. Sa rencontre avec Han Bom l'aidera un peu car elle possède le pouvoir de le protéger. Oui, j'avoue, le résumé est un peu brouillon, mais le K-drama est grave touchant. Et si t'as bien aimé Hotel del Luna, ce drama je te le conseille. Mais franchement, en toute sincérité, mon plus gros coup de cœur K-drama, celui qui m'a conquis, le drama dont je suis tombée follement et éperdument amoureuse, c'est Lovely Runner, mais de loin. Et je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo à part.
Après, j'ai eu pas mal de K-dramas que j'ai abandonnés. Et s'il y en a un qui arrive en première position que j'ai abandonné en mode rage, c'est la série Diary Yeri, qui avait hyper bien commencé, mais qui m'a donné le syndrome « La vie de moi, je vais défoncer le main lead ». Oh mon Dieu, mais oh mon Dieu, j'ai jamais autant haï un main lead à ce point. J'espère sincèrement qu'il marchera sur des Lego. Alors, ce sera un mini bilan au niveau animé et manga, parce que je regarde plus autant les animés et je lis beaucoup moins les mangas vu que je suis devenue une junkie des K-dramas. Mais quand même, en 2024, j'ai regardé plus d'animés que ces 5 dernières années réunies. Mais ça, c'est parce que j'ai pris l'abonnement Crunchyroll. Et j'ai 3 nouveautés animées que j'ai particulièrement adoré. Alors, Kaiju Number 8 était l'animé que j'attendais le plus en toute sincérité. J'étais tombée un peu par hasard sur le premier chapitre de Kaiju Number 8 quand il était sorti, ce qui relevait de la magie vu qu'à ce moment-là, je ne lisais pas des masses. Et j'ai accroché dès le début vu que le manga était comique, hyper bien rythmé et les personnages étaient attachants dès le départ. Et l'animé était à la hauteur de mes attentes. Les seules choses que je reproche, c'est l'ajout de certains personnages qui n'étaient pas dans le manga et que c'était trop court. Dan était un autre animé qui était à la hauteur de mes attentes. J'ai lu le manga assez rapidement parce que mon frère me l'a conseillé. Que dis-je, forcé. Le studio a fait un boulot de dingue sur l'adaptation de cet animé. Déjà, rien que Mayumi Tanaka en tant que Turbo Baba était un argument de masse. Mais l'animé était vraiment bien fait. Mais le boulot d'adaptation de manga à l'animé est incroyable. Le studio a réussi à retranscrire tout l'aspect déjanté et humoristique décalé du manga avec brio. Et je m'attendais pas du tout que le flashback d'Acrobatic Skill soit aussi magnifiquement retranscrit. C'était comme si je m'étais pris un coup de camion dans la figure. J'ai du sable de Sahara dans les yeux, je reviens. Alors pour tout avouer, Ranma ni c'est l'un de mes mangas favoris. C'est un manga humoristique comme je les aime et j'ai toujours adoré le lire et le relire. J'avais un peu peur quand j'ai vu que Netflix allait diffuser une nouvelle version, mais j'ai poussé un gros soupir de soulagement quand j'ai su qu'ils avaient juste acheté les droits de diffusion. Quand j'ai su que c'était les studios MAPPA qui ont réalisé cet animé, je me suis dit « Ah ouais, laissez-moi voir tout de suite ». Et laisse-moi te dire, j'étais comme une folle devant l'animé. Je trépignais de bonheur tellement je kiffais regarder cette série. Le visuel est trop bien, tu as différents styles d'animation qui rendent l'animé très vivant. Et le highlight, c'est surtout que le fait que c'est quasiment le même casting qui double l'animé. C'est trop mignon. Non, je l'ai fini trop vite et maintenant je reste sur ma faim. Et si je devais parler d'une saison en cours sortie en 2024, ça reste Demon Slayer qui fait Imperfect. Cet animé reste un bijou de perfection et j'ai hâte de voir les 3 prochains épisodes au ciné. 2024 reste une année marquante au niveau manga parce qu'il y a pas mal de mangas qui se sont terminés cette année. Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Noragami. Du coup, aucune idée des prochains succès qui prendront la place de ces mangas qui ont occupé le paysage manga pendant pas mal d'années. 13 ans et 1 mois pour Noragami, 10 ans et 1 mois pour Boku no Hero Academia et 6 ans et 6 mois pour Jujutsu Kaisen. Ce qui est quand même assez long. Et j'ai pas eu encore le courage de les lire, mais c'est surtout parce que je dois reprendre One Piece, qui est en attente depuis un bon bout de temps. J'avais abandonné le manga pendant 10 ans parce qu'Ace était mort, puis j'ai repris le manga et j'ai relâché quand Sabo a pleuré parce qu'Ace était mort. Oui, je comprends toujours pas pourquoi ce personnage qui n'est apparu que quelques fois me fend autant le cœur. Résultat des courses, je vais reprendre tout le manga, un de ces 4, et donc du coup je lirai pas autre chose avant un bon bout de temps. Alors cette partie va couvrir juste les films qui ont bénéficié d'une sortie en France, et cette année il y a eu vraiment beaucoup de sorties de films tamoul, ce qui est très positif même si ça reste très cher. Par contre, autant les sous-titrages pour le film Ponniyin Selvan, c'était parfait, autant les sous-titres pour le film Vie du Talei, c'était dégueulasse comme pas possible. Les gars, faudra faire un effort. Ouais, je sais, je parle dans le vent. Mais la grosse surprise vient du GC qui s'est décidé de diffuser de leur côté quelques films indiens. Du coup, hâte de voir les sorties ciné de 2025. Et juste un dernier reproche, ce serait cool qu'un distributeur puisse mettre à disposition les plateformes de location les films qui sont sortis, vu qu'a priori, les films tamouls rentrent eux aussi dans la chronologie des médias. Et si je devais choisir 3 films indiens que j'ai particulièrement aimés en 2024, ce serait Maharaja, dont j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, je crois, ou 2 mois, je sais plus, mais qui aura droit à une autre vidéo quand le film sortira sur Netflix. Amaran qui lui aussi aura droit à une vidéo sur la chaîne dans les mois à venir, et Vetayan, avec un grand acteur du paysage du cinéma tamoul que j'ai beaucoup adoré, car Rajinikanth, le héros, sortait
un peu des sentiers battus. Le film parle d'un policier spécialisé dans les encounters. En gros, quand les criminels deviennent trop ingérables, le gouvernement émet un encounter sur ce criminel, laissant au policier la possibilité de l'abattre sur place. Oui, c'est pas très Amnesty International tout ça. Mais le film est une réflexion sur le droit de vie et de mort et sur la place des policiers dans ce process. Bien que la réflexion aurait pu être plus poussée, le film équilibre les moments qui mettent en valeur le héros et les moments de réflexion. Par contre, les gars, maintenant on est en 2025, les scènes avec les vies, on devrait se calmer. T'as d'autres manières de raconter l'horreur que subit un personnage féminin. Alors cette année c'est simple, j'ai absolument pas rentabilisé ma carte UGC, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même vu quelques films intéressants, mais je suis grave contente du box-office français en 2024. Selon le CNC, notre pays bénéficie de la meilleure reprise post-Covid et quand tu vois le box-office français, y a de quoi être agréablement surpris. En première position se trouve un film français. Alors pour tout avouer, je ne regarderai jamais un petit truc en plus parce que le film il m'intéresse pas des masses. Mais franchement félicitations. Mais j'avais vu Le Comte de Monte Cristo et bien que ça ne ressemblait pas trop au souvenir du bouquin que j'avais lu en étant jeune, cette adaptation mérite son succès. Et j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres adaptations d'œuvres classiques. Par contre, tout sauf l'Assommoir parce que ce film m'a traumatisé en 5e. Mais oui, dans l'ensemble, contente que le cinéma français se porte bien et contente des films qui sont sortis cette année, même si j'en ai loupé plein. Sauf peut-être Pauvre créature que j'ai détesté, mais vraiment détesté. Sauf peut-être certains passages avec Mark Ruffalo qui m'a fait vraiment rire. Je ne ferai pas de classement de films préférés parce que j'ai la flemme et je ne retrouve pas du tout la liste des films que j'ai vus au cinéma. Je le ferai peut-être sur Instagram si je me motive un jour. Alors la chaîne pour 2025, en toute sincérité ça continuera d'être le bordel vu que je continuerai à parler de tout et de n'importe quoi. La chaîne continuera son évolution vu que j'aimerais explorer quelques formats, histoire de voir si ça plaît et si ça me plaît de faire. Je continuerai les battles à hauteur d'une fois tous les mois, voire tous les 2 mois. Et là, les sujets seront divers et variés. Ça couvrira aussi bien les séries US que les dessins animés ou les mangas. Concernant le cinéma, je pense que je me focaliserai sur les films romantiques comme We Live in Time qui est déjà sorti. Et je couvrirai les films indiens que je regarderai au ciné. Et je ferai peut-être aussi de temps à autre des vidéos sur des films indiens qui sont disponibles sur les plateformes de streaming en France. Côté K-drama qui est un peu le noyau de la chaîne, alors là les idées partent dans tous les sens. En gros, si tu veux, je veux continuer à faire des vidéos sur des sujets pour des gens qui cherchent à s'intéresser au monde du K-drama un peu plus en détail. D'où la création de la série débutée dans le monde des K-drama qui est presque terminée. Vu que je crois que j'ai encore 1 ou 2 sujets que je voudrais traiter avant de clore ces thématiques, mais ça c'est pas sûr. J'avais déjà commencé une seconde thématique sur des acteurs où j'avais fait une vidéo sur Son Seok-ku. Du coup, je ferai des vidéos de temps à autre sur des acteurs coréens, histoire de présenter un peu les œuvres dans lesquelles ils ont joué, soit en mode 5 nuances où je parlerai 5 de leurs films ou séries que je trouve intéressants, ou une autre thématique, Ange ou démon, où je prendrai un acteur et je parlerai du rôle le plus angélique et le rôle le plus bad boy qu'il ou elle ait fait. Et je voudrais aussi explorer l'aspect analyse des K-dramas et des séries. En gros, dans l'idéal, par mois, il y aura une battle, une analyse, et le reste, ce sera en mode YOLO, histoire que je puisse équilibrer mon temps entre vidéos longues et vidéos courtes pour pouvoir sortir une vidéo tous les dimanches, sans que je fasse un burn-out. Parce que dans l'idéal, je voudrais quand même continuer encore quelques années, vu que je vous aime bien. Après cette déclaration, je vais aller me cacher sous un rocher. Je serai un peu plus présente sur Instagram, je pense. Je me suis lancée pour cette année un petit défi. En gros, chaque mois, je consacrerai un focus sur une série où je ferai un post par épisode, avec des pauses plus ou moins longues entre chaque focus série. Et là, je vais commencer avec Squid Game et ce sera pas pour tout de suite, vu que je vais peut-être attendre que la hype retombe un peu et je veux éviter de spoiler les gens aussi. Ça, c'est très important pour moi, vu que j'ai tendance à éviter les réseaux sociaux comme la peste quand je regarde une série hypée. Et je trouve ça injuste de spoiler pour les gens qui n'ont pas pu regarder une série dans les médias. Donc ça sera probablement à partir du 20 janvier. Mais bon, je me connais, je dis un truc et 5 secondes, après je fais l'inverse. Donc je sais pas du tout comment est-ce que la chaîne va se décanter. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo 2024 plus 2025. Merci à toi d'avoir écouté tout ce blabla si t'es encore là. Et en commentaire, n'hésite pas à mettre ce que t'as kiffé en 2024 et ce que tu me conseillerais de voir. Et sinon, je vais reprendre mes habitudes. Je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 이제 슬슬 시작해도 될 것 같은데.